Vous écoutez Kotao Vibration, l'émission sur la cuisine et le bien-être. Bonjour Baldwin. Bonjour Anan. Alors, bienvenue sur Kotao Cuisine et Bien-être. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Baldwin, tu es coach en alimentation et tu vas nous parler de cuisine. Oui, et toi tu es praticienne Reiki, tu vas nous parler de bien-être. Oui. Alors Baldwin, tu nous as préparé 2 recettes pour cette émission. Quelles sont-elles? Alors, l'agneau de lait, donc gigot d'agneau de lait au romarin et ail, et un petit coup de cœur des linguini au vongole. D'accord. Et par la suite, nous allons analyser justement 2 ingrédients de tes recettes, le romarin et l'ail. Oui. Nous allons parler de notre soin bien-être à la une, qui est le Qigong. Ah, le chicon. Non, Baldwin, le Ah. Qigong. D'accord. On vous expliquera ensuite ce que c'est. Et nous aborderons notre insolite de cette émission, qui est tout savoir sur le sel. Et oui, le sel de mer, le sel de terre, vous aurez vraiment toutes les informations sur un aliment, un des aliments principaux de Et notre quotidien, alimentation et quotidienne. quotidien. Oui, absolument. Alors Baldwin, parle-nous un peu de ton gigot d'agneau de lait au romarin. Ben voilà, donc c'est vraiment la pleine saison, puisque nous sommes à la période de Pâques. Donc l'agneau de lait, ben, c'est vraiment le plat par excellence. Alors, pour 4 personnes, vous prenez un gigot d'agneau avec l'os d'environ 1,2 kg, une tête d'ail, 5 oignons, 6 carottes, de l'huile d'olive, une belle botte de romarin bien frais. Pour l'accompagnement, ben, vous ferez une purée avec à peu près 1 kg de pommes de terre. Et un petit chicon braisé, c'est toujours aussi sympa pour accompagner ce délicieux gigot. Alors, idéalement, vous l'achetez chez votre boucher, vous lui demandez de le pré-découper afin qu'il soit déjà un peu préparé, ou si vous avez l'âme d'un cuisinier, de le faire vous-même. Une fois que vous décidez de le cuire, il faut compter une grosseur de cuisson. Donc vous préchauffez votre four à 180 degrés. Vous épluchez entre-temps les carottes et vous les coupez en gros tronçons, ainsi que les oignons, afin de faire une couche en dessous du plat pour permettre de donner beaucoup de saveur au gigot et surtout de l'éviter de brûler. Ensuite, une fois que votre four est chaud, vous enfournez donc le gigot que vous aurez au préalable, bien sûr, assaisonné. Alors pourquoi vous avez demandé à votre boucher de l'ouvrir pour pouvoir bien l'assaisonner à l'intérieur et de placer une branche de romarin ainsi que de l'ail, du sel, du poivre pour qu'il y ait vraiment les saveurs de l'intérieur et les saveurs de l'extérieur. Vous faites pareil sur la croûte extérieure, salée, poivrée, et du romarin. Ensuite, vous le ficelez si vous avez de la ficelle de cuisson, ou vous le remettez d'une façon que tout soit bien mis à l'intérieur et ne sort pas pendant la cuisson pour que les saveurs soient vraiment pénètrent à l'intérieur de la viande. Une fois que c'est fait, vous enfournez le gigot pendant environ entre 40 et 50 minutes selon la puissance et la chaleur de votre four. Restez quand même tout près pour pouvoir l'arroser de temps en temps et le retourner afin que la cuisson soit vraiment bien homogène. Un gigot d'agneau comme ceci, ça doit rester rosé, donc vraiment un tout petit peu de sang. Bon, si vous n'aimez pas, vous pouvez toujours le surcuire un petit peu, mais ça devient un peu dur, donc c'est moins sympa. Et comme je vous l'ai dit, vous l'accompagnez avec, par exemple, un petit chicon braisé et une purée toute simple ou un écrasé de pommes de terre. C'est vraiment divin, c'est vraiment un plat facile, sympa, pas trop cher et qui ravit la plupart des palais, quoi. Merci Baldwin. Alors, et pour les linguini, tu peux un peu m'expliquer comment tu procèdes? Alors, C'est plus rapide comme plat. Ah oui, c'est beaucoup plus rapide, ça se fait entre amis. Moi, c'est vraiment un coup de cœur parce que j'ai été de nombreuses fois en Italie quand j'étais beaucoup plus jeune. Et j'ai découvert ce plat vraiment à Caorle, qui est une petite cité balnéaire entre Bibione et Venise, pour ceux qui connaissent. Et effectivement, pour 4 personnes, il ne faut pas beaucoup de choses. Il faut 500 grammes de linguini.
On peut prendre des spaghettis, voire des tagliatelles. Moi, j'ai un coup de cœur pour les linguini parce que je trouve que ça se tient bien et que c'est comme ça que je les ai découverts. 600 grammes soit de vongole, de coque ou de palourde. Ce sont des coquillages qui font partie de la même famille. Donc selon ce que vous trouvez chez votre poissonnier ou en grande surface, vous prenez l'un ou l'autre. Évidemment, prenez les vivants, c'est beaucoup plus sympa d'avoir cette fraîcheur dans votre assiette. Prenez 2 petites échalotes, une gousse d'ail, un verre de vin blanc sec, une belle tranche de persil frais, de l'huile d'olive, le jus d'un demi-citron, du sel et poivre noir du moulin. Alors, dans votre évier, vous rincez abondamment 2 à 3 fois vos coquillages. Pour pas qu'il y ait de sable. Voilà, dedans. pour vraiment enlever le sable, parce que c'est vraiment désagréable d'avoir le sable dans sa bouche quand on mange. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas agréable. Donc, une fois que vous avez fait ça 2-3 fois, bien brasser les coquillages, vous les laissez reposer un quart d'heure, 20 minutes, voire si vous avez un peu plus de temps, jusqu'à 1 heure, pour vraiment qu'ils filtrent leur intérieur et qu'ils éliminent la totalité du sable. Une fois que ceci est fait, vous les égouttez simplement dans une poêle assez haute. Vous faites revenir les échalotes émincées dans un petit peu d'huile d'olive. Pas laisser les échalotes trop colorées. Vous mettez les 2 petites gousses d'ail que vous avez aussi émincées. Et ensuite, vous déposez les coquillages, simplement, et vous les laissez s'ouvrir. Mi-cuisson, vous incorporez le jus de citron, le verre de vin blanc, et vous laissez le tout cuire avec un couvercle. Entre-temps, vous avez mis à cuire l'eau des pâtes et les linguini. Et à terme de la cuisson des linguini, vous prenez une petite louche d'eau de cuisson que vous remettez dans votre préparation avec les vongoles, qui va détendre vraiment la petite sauce. Ensuite, vous égouttez les pâtes, mais pas jusqu'au bout pour qu'il reste encore un peu de sauce. Les pâtes sont bien al dente et vous venez les incorporer dans la casserole afin que toutes les saveurs de la mer, des coquillages, se mélangent bien au parfum ou au spaghetti. Une fois que c'est fait, vous mettez les pluches de persil plat ou frisé que vous aurez émincé évidemment et vous servez ça dans une assiette. Et vous allez voir, vous allez avoir les parfums, on s'y croirait vraiment, l'odeur, le goût, la subtilité de l'ail, etc. Le vin blanc, tout ça est réuni et on se croirait vraiment à la mer, quoi. Merci Baldwin. Allez, bon appétit. Oui, ça. Alors, nous allons maintenant aborder l'analyse bien-être du romarin et de l'ail. Donc, le romarin. Mais oui, en fait, le romarin, on connaît le romarin dans la cuisine, mais il a d'autres vertus. D'ailleurs, que possède-t-il comme autre vertu? Alors, il a une vertu digestive, stimulante, détoxicante, diurétique, expectorante, anti-inflammatoire, antispasmodique, antinévralgique et tonique. Ah, mais tu en manges beaucoup, toi, du romarin, alors? Oui, je vais en manger beaucoup maintenant que je le sais, tout ça. Il est recommandé dans quoi, en fait, le romarin? En tout cas, quand vous êtes convalescent, ça va vous aider à retrouver la forme. Si vous êtes surmené, dépressif, et même si vous présentez des palpitations, des migraines, des angoisses ou des insomnies. Alors, le romarin, il faut savoir qu'il contient aussi un composé qui prévient la baisse de l'acétylcholine, qui survient quand la maladie d'Alzheimer est là. Ah, ça c'est vraiment bien, ça. Oui. Alors, on l'utilise également en fumigation dans les cas d'asthme. Alors, fumigation, c'est quand on diffuse de la fumée. Ah oui. Et là, avec l'huile essentielle de romarin, on peut vraiment aider en cas d'asthme. En usage externe, on utilisera une préparation de romarin cuite dans du vin et appliquée en cataplasme sur les gonflements douloureux des entorses, des contusions ou des rhumatismes articulaires. Pour les rhumatismes, vous pouvez aussi l'utiliser en bain avec des décoctions de feuilles de romarin. Je me vois mal quand même prendre un bain de romarin. Non, en fait, tu fais d'abord la décoction des feuilles, donc ça bouillit avec les feuilles, et puis tu incorpores le mélange dans ton bain. Ah, donc, d'accord. mais sans les feuilles, hein, donc avec l'eau qui a bien imprégné du romarin. Alors, ça peut aussi aider lors d'aphte et d'amygdalite, aussi avec des bains de bouche de décoction de feuilles. Donc, voilà pour l'aspect un peu plus bien-être et santé. D'accord. Et au niveau
pour les viandes, etc. Il n'y avait Alors, pas une petite astuce? oui, il y a des milliers d'années, on utilisait le romarin pour conserver les viandes. Cette plante contient en fait des substances chimiques très antioxydantes. Malheureusement, actuellement, on a remplacé donc cette technique plus naturelle Eh oui. par des techniques avec des conservateurs commerciaux tels que le BHA et le BHT, qui évidemment fait la fortune des industriels. Et en plus, c'est une plante qui est assez facile à avoir à la maison. On peut très bien l'avoir dans un pot sur la terrasse ou Tout sur à la fait. petite fenêtre. Ouais, ouais. C'est vraiment, c'est pas comme le basilic qui est beaucoup plus difficile Fragile, oui, il et est fragile. Mais le romarin pousse Voilà. assez bien. Donc, D'ailleurs, dans le jardin, j'ai du romarin qui a repoussé puisque nous avons eu un hiver très doux. Donc voilà, je ne dois pas en replanter on et va il est déjà l'utiliser très, alors il est déjà très bon. pour quelques recettes. Hein. Mais dans le gigot, c'est ce qu'il y a, c'est le romarin du jardin. Ah oui, et je voulais encore soulever que le romarin aide au niveau circulation sanguine dans le cerveau, donc il améliore la circulation sanguine. Donc pour les examens qui sont bientôt là, ça améliorerait la mémoire puisque la circulation sanguine est bien stimulée et c'est bon pour les efforts intellectuels. On pourrait même prévoir peut-être une petite glace au miel romarin. Tout à fait, J'exagère, mais bon, Baldwin, pourquoi pas. Pourquoi pas, propose-toi. Peut-être que justement ça aiderait les étudiants et ils iraient moins vers des choses plus Industriel, chimiques. disons. Oui. Et alors le romarin peut aussi avoir une action très efficace contre le cancer. Mais c'est toujours bien de savoir ça. Oui, alors pour des recettes et des modes d'emploi sur le romarin, vous en trouverez plus sur kotao.be. Alors, l'ail, Baldwin, tu vas nous parler un peu de l'ail. Qu'est-ce qu'il a comme propriété médicinale? Mais l'ail, en tout cas, est protecteur cardiovasculaire et gardien de notre hypertension. Donc en fait, l'une des propriétés thérapeutiques les plus connues de l'ail, c'est son pouvoir hypotenseur. Donc l'ail est également permet de rendre les plaquettes sanguines moins collantes et il permet d'éviter donc les fameux caillots de sang. Donc il limite les infarctus du myocarde et les accidents cérébrovasculaires. Ah oui, et alors au niveau du cholestérol, apparemment il peut aider? Ben oui, c'est à peu près la même chose puisque là, il contribue également à la réduction du taux de mauvais cholestérol sanguin. Donc, il agit sur les bons transporteurs du cholestérol, les fameux HDL, et augmente leur qualité. Donc, permet ainsi de prévenir les troubles fameux cardiovasculaires. Ils augmentent leur quantité, hein, donc on a plus de transporteurs de Voilà, cholestérol, c'est ça, hein. de bon cholestérol. Ok, du bon cholestérol. Et alors, il peut aussi protéger contre le cancer? Eh oui. L'incidence du cancer de l'estomac, par exemple, est beaucoup plus faible dans les régions où l'on consomme beaucoup d'ail. On pense que l'ail inhibe la prolifération de certaines bactéries dans l'estomac, protégeant ainsi l'organe contre le cancer. Et alors, au niveau antibiotique et antibactérien? Il est particulièrement efficace dans la lutte de tout ce qui est forme d'infection. Il agit également de façon comme un antibiotique, mais contrairement à celui-ci, il agit sélectivement sur les microbes. Il s'attaque aux mauvais microbes, mais ne détruit pas les bons. Donc c'est un antibiotique naturel et en plus qui sélectionne les microbes donc, contre lesquels il doit s'attaquer. Donc on n'a pas les effets secondaires des antibiotiques chimiques. Voilà, exactement, les diarrhées et autres. Voilà. Il peut s'avérer aussi fort utile dans les préventions et traitements des otites. Vous verrez ça donc sur le site, tout est indiqué. Et donc tout ce qui est aussi mycoses et parasites, simplement une petite chose, Anan, il est particulièrement efficace pour faire disparaître les petits vers blancs qu'on appelle les oxyures, que l'on rencontre souvent chez les enfants. Voilà. Et on peut le consommer quotidiennement, vous le savez, soit cru, écrasé ou coupé finement. Et si j'ai envie de faire attention à mon haleine? Ah oui, ça c'est vrai, alors il reste des compléments, des petites capsules comprimées qui effectivement n'ont pas cet inconvénient d'avoir le rendu de l'ail. Mais si vous mangez de l'ail à deux, il n'y a pas de problème. Oui, ça c'est vrai. Donc ici, on vous a parlé donc du romarin, de l'ail. Maintenant, tu vas nous parler du soin bien-être. Alors, le Qigong, qu'est-ce que c'est? Alors, le Qigong, vous avez déjà vu sûrement dans les parcs, maintenant ça va bien revenir parce qu'il y a du soleil, etc. Ces groupes de personnes qui font des mouvements assez harmonieux ensemble, ils font des mouvements avec leurs bras, leurs jambes. Eh bien, il s'agit de mouvements Qigong.
Alors, c'est des mouvements qui se font généralement tout en souplesse et en fluidité pour faire circuler l'énergie vitale. Alors, l'énergie vitale, en Asie, c'est une notion très très bien connue. C'est en fait le ki en japonais ou le chi en chinois. C'est une forme d'énergie que nous ne voyons pas, mais qui contribue à bien faire fonctionner notre corps. D'ailleurs, les Chinois disent « Enlevez les cailloux de la rivière pour que l'eau chante joyeusement ». Bon, c'est beau ça. Oui, eh bien, c'est une approche holistique, prendre soin de son enveloppe physique pour que l'âme ait envie de l'habiter. Donc, en fait, les maîtres chinois ont observé énormément de combats animaux et ils ont constaté que la souplesse triomphait toujours sur la force. Et c'est devenu leur base au niveau de l'enseignement du Qigong. Oui, mais enfin, tu nous parles, mais la souplesse. Quelle souplesse Alors, grâce à ces mouvements très souples et très harmonieux, ils éliminent les tensions et les raideurs. Ils entretiennent la flexibilité des muscles et des tendons. Et tout ça, toute cette souplesse, protège et accroît la longévité donc des muscles et des tendons. Alors, c'est pourquoi on a des mouvements en forme de spirale, inspirés en fait du mouvement un peu du serpent. Et les gestes sont toujours amples et circulaires, les rythmes continus et très lents, et tout ça, ça permet d'assouplir le tout en délicatesse. Donc cette souplesse est vraiment très importante. Oui, pour soigner le corps, mais j'ai bien compris, mais c'est un sport, il y a un esprit de compétition Non, il n'y a pas d'obligation de résultat ou de performance. On n'est pas du tout dans l'esprit je gagne ou je perds. Donc on est vraiment dans une approche où le chemin qui est parcouru est plus important que l'accomplissement en lui-même. Donc, au travers de postures comme les mouvements, on épouse la morphologie naturelle du corps, le bon alignement de la colonne vertébrale est toujours respecté, les articulations ne sont pratiquement jamais en extension complète, et la détente est la clé de voûte du travail. Pour l'atteindre, il faut oublier le vouloir faire et découvrir le laisser-faire. Wow. Donc, on est vraiment dans un esprit où tout va aller naturellement, etc. Et sans penser à faire mieux que l'autre ou à vouloir faire ceci ou vouloir faire cela. On est vraiment dans le respect de son rythme, de son corps, etc. Donc, voilà. Et la respiration, ça joue un grand rôle dans le Qigong. Oui. Alors, elle est même essentielle, Baldwin, parce qu'elle est le vecteur du Qi, donc le Qi en japonais. C'est cette énergie vitale, donc, dont on parlait tout à l'heure, qui est essentielle dans la vie, selon la culture asiatique, et qui est grâce à cette respiration, le Qi va être guidé vers nos cellules. Aussi, la respiration, elle doit être naturelle et la plus abdominale possible, donc comme on respirait quand on était petit. On a tendance à respirer beaucoup par le thorax. En fait, c'est une erreur. On doit vraiment respirer normalement par le thorax et par les abdominaux. Comme au théâtre, en fait. Voilà, exactement. Le théâtre est vraiment un bon exercice de respiration abdominale. Alors, elle accompagne donc la respiration, les postures et les enchaînements. Et comme eux, elle doit être ronde et douce, régulière, sans à-coups et jamais amplifiée de manière volontaire. Elle suit les mouvements, la respiration est vraiment le plus naturel possible. Très fluide. Oui, voilà. C'est vraiment un très bon exercice aussi bien au niveau physique qu'au niveau respiratoire. D'ailleurs, dans les hôpitaux chinois, les Européens et les Américains s'y intéressent de plus en plus, comme à beaucoup d'autres pratiques asiatiques. Hein, oui. Le Qigong est utilisé en complément des traitements chirurgicaux ou médicaux parce que grâce à cet exercice respiratoire et physique très harmonieux, on va permettre d'améliorer considérablement l'état des patients tout en réduisant la prise des médicaments. Alors ça c'est bien ça. Oui, c'est très positif en tout cas dans le traitement des affections respiratoires, vasculaires, neurologiques et rhumatismales, et dans le renforcement du système immunitaire. Donc on a vraiment une approche holistique, aussi bien physique, et donc grâce à tout ça, on va être bien dans son corps, donc bien aussi mentalement. Dans son esprit, bien sûr. Ça, c'est... Alors, on vous cite quelques exemples d'exercices sur le site, donc je vous invite donc à aller les voir sur kotao.be. Et alors aussi, j'ai pu lire quelques ouvrages. Oui, en plus, tu vas nous parler d'un témoignage. Oui, que j'ai lu et qui m'avait vraiment touchée. En fait, il s'agit de Marie qui a 42 ans et elle a introduit son témoignage par cette phrase qui m'a vraiment touchée. « Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas obligée de bien faire. » Mais ça, c'est beau. Ça. Oui.
Alors, en fait, je vous dis vite le contexte un peu de sa vie. Elle vivait justement une période difficile, elle était épuisée, vulnérable, aussi bien physiquement que moralement. Elle a 2 jeunes enfants et un métier très passionnant, mais qui est très prenant au niveau du timing, parce que voilà, c'était des horaires difficiles, et elle dépendait en permanence du regard et du bon vouloir des autres. Et donc, elle voulait un peu trouver une façon de se sentir mieux dans sa peau, mais elle n'avait pas la possibilité de faire beaucoup de sport, elle n'était plus du tout dans cette énergie-là. Donc, elle s'est retrouvée un peu dans ce mouvement Qigong. Et là, elle s'est retrouvée face à elle-même, sans être confrontée à un jugement extérieur. Et pour la première fois de sa vie, comme elle disait, elle pouvait être vraiment libre du regard des autres. Elle était dans le lâcher-prise. Les malaises, d'ailleurs, ont disparu. Ah Donc, tout ce qu'elle avait comme problème, les vertiges et oui, tout oui. ça, ça a disparu. Ses problèmes de dos se sont améliorés. Elle a pu reprendre la danse classique. Donc, l'énergie qu'elle n'avait plus pour faire un sport, elle est revenue. Parce que la danse classique, même si ce n'est pas un sport en tant que tel, ça demande énormément d'énergie au niveau physique. Et elle a pu se recentrer, retrouver de l'énergie, comme je dis, et se redécouvrir elle-même, se ressentir et développer à nouveau une vraie force intérieure. Alors, sachez que le Qigong qui apporte autant de bien-être fait exactement la même chose. On peut faire exactement la même chose avec le Reiki. Donc, c'est vrai, oui, l'approche absolument. que moi je pratique régulièrement. Donc voilà. Et tu nous en parleras Oui, je vous en parlerai lors d'une émission suivante. prochaine Voilà. émission, ok. Donc je vous donne quelques références bibliographiques sur le site kotao.be si vous voulez en savoir plus sur le Qigong. Merci, parce que franchement, moi ça me parle et je vais aller en tout cas Vérifier. lire et peut-être essayer, parce que c'est vrai qu'on est tous un peu stressés et un peu flagada à la sortie de l'hiver avec un peu ce changement d'heure, c'est pas toujours évident. Oui, et puis vraiment, c'est souvent, ça se fait dans les parcs, donc c'est vraiment quelque chose de très très chouette, puisqu'on peut faire ça en plein air, etc. Donc, Baldwin, Oui, Anan. l'insolite de notre émission, le sel. Ah oui, Tout un ce aliment. que vous hein. savez et vous ne savez pas encore, vous allez l'apprendre avec Baldwin. Alors, Baldwin, explique-nous un peu les dangers du sel raffiné pour notre corps. Ah ben écoutez, depuis des années, on trace un parallèle entre trop forte consommation de sel et l'hypertension artérielle. Alors aussi, il est recommandé aux personnes souffrant de tension artérielle élevée de suivre une diète pauvre en sel. Mais ça, on le savait, je veux dire, c'est pas nouveau. L'OMS recommande quand même de limiter sa consommation entre 5 à 6 grammes par jour de sel, l'équivalent d'environ d'une cuillère à thé de sel. Mais Or, on en consomme plus apparemment. Absolument, mais beaucoup plus. Or, la plupart des consommateurs consomment entre 10 voire 12 grammes de sel On par est jour. presque dans le double. Absolument. Donc, tout ça est le phénomène de la street food, des plats industriels, etc., des soupes préparées, lyophilisées, enfin, bref, tous ces plats qui sont sursalés pour donner du goût, etc. Donc, le sel, de toute façon, est indispensable dans notre organisme, ça on le sait bien, il faut qu'on en mange, mais pas en trop grande quantité. Quels sont les risques si on consomme en trop grande quantité, justement? Mais bon, le risque, c'est cardiovasculaire. Donc, si vous souffrez déjà d'hypertension artérielle, le risque, c'est d'avoir évidemment un problème au niveau des artères. Et alors, au niveau, un autre risque, au niveau ostéoporose, je crois? Oui, voilà, et en plus présent encore chez les femmes qui ont un plus gros problème d'ostéoporose que chez l'homme, l'élimination accrue de calcium dans les urines peut conduire à une décalcification, donc une aggravation de l'ostéoporose. Donc, il faut vraiment manger du sel. Mais manger ça de manière raisonnable. Voilà, absolument, être raisonnable par rapport à ça. Alors, tu as justement soulevé les plats industriels, les fast-foods, les charcuteries, les soupes préparées, etc. Mais pourquoi met-il autant de sel dans ces plats? Déjà, c'est pas cher, donc franchement, pourquoi s'en priver? Et de deux, ça rehausse le goût. Okay. Il masque aussi les saveurs amères, donne du relief à l'aliment, des plats préparés qui sont parfois très fades. Hein. Vous savez, les ingrédients que vous pouvez aller acheter au marché ou chez votre maraîcher. Ce que tu conseilles, toi, absolument. Ton coaching. Et quand vous avez déjà un légume qui est fade ou à moitié fané,
bon voilà, il a déjà beaucoup moins de goût. Donc Oui. le sel c'est du goût. Donc, Et le fait d'aller acheter ces aliments au marché et tout ça, on peut choisir mieux les aliments et ils auront déjà plus de goût qu'un aliment qui est un peu fade dans le plat industriel. Mais oui, parce qu'un Parce qu'ils artisan sont va moins vous de- proposer moins bonne qualité. Voilà, va vous proposer de la qualité. L'industriel va vous proposer de la quantité. Bon, il a un pouvoir aussi assoiffant, donc ça veut dire que ça fait monter les consommations de soda et boissons autres qui sont détenues par ces mêmes groupes. D'où dans les milieux de nuit, on propose toujours des petites cacahuètes ou des Voilà, chips. oui, bien sûr. Hein. Bah, le sel rend mangeable des aliments qui n'ont vraiment pas de goût. Hein. Donc aussi, il permet également d'ajouter de l'eau. Par exemple, dans certaines viandes, on vient remettre de l'eau et du sel. Ça permet de gonfler le poids sans augmenter vraiment le coût de production. Tu as quelques exemples comme voilà. ça On peut, à nous dans donner les de la viandes, vie dans les quotidienne. jambons par exemple, hein, on les pique à l'eau salée, donc ça c'est flagrant. Et ici, ben, évidemment, je vais vous expliquer, bon, vous verrez le tableau sur le site, mais par exemple une tranche de jambon blanc, 50 grammes, donc une simple tranche qu'on met sur sa tartine, eh bien il y a 1 gramme de sel dans cette tranche de jambon. Je ne sais pas si on s'imagine. Donc on mange 2 tranches de jambon, on mange 2 grammes de sel. Hein. 5 rondelles de saucisson de 50 grammes, 2,6 grammes de sel. C'est énorme. C'est énorme. Tu as un conseil à nous donner par rapport à tout ça? Mais oui, franchement, il faut manger du sel. Écoutez, si moi j'aime bien le jambon aussi, donc si vous mangez 2 tranches de jambon le midi, peut-être mangez moins salé le soir, faites votre potage vous-même et par exemple lisez les étiquettes. Cherchez le contenu en potassium, parce que si le contenu en potassium est élevé, par exemple 2 fois plus élevé, il va permettre... Que le sodium, oui. Que le sodium, il va permettre son élimination. Donc en fait, il faut vraiment bien lire les étiquettes. Est-ce que tu as des petits conseils au niveau cuisine, Baldwin? Oui, voilà. Remplacer le sel par des épices. On peut mettre de la poudre d'ail, de la sauge, du basilic, de l'estragon, du romarin. Pourquoi pas? La cardamome, du gingembre, du safran, enfin bref, il y a énormément de possibilités pour remplacer le sel ou d'en mettre moins si vous aimez bien cela. Il existe aussi des magasins d'aliments naturels qui vous vendent des mélanges à base de sel marin, donc des condiments végétaux qui sont aussi meilleurs sur votre poisson. Versez un filet de citron ou de vinaigre, ça va donner du goût et vous n'allez pas mettre de sel. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention et se dire aujourd'hui, je vais réduire ma consommation. Et si vous arrivez déjà à réduire votre consommation de moitié, vous avez déjà gagné quelque chose. D'accord. Tu as quelques recettes de sel que tu vas nous mettre sur le site Oui, ça je mettrai, hein. voilà. Comme ça, on a quelques variantes au niveau du goût aussi. Oui, vous pouvez le faire vous-même, c'est très facile et sympa. Okay. Ça donne vraiment des petites saveurs. Alors, tu avais aussi un autre conseil culinaire, le sel rose de l'Himalaya. Ah oui, ça c'est mon coup de cœur. C'est vraiment quelque chose d'excellent. En fait, c'est vendu en bloc avec une râpe, c'est vraiment délicieux. Oui, et il vient d'où en fait ce sel? Pourquoi est-ce qu'il serait meilleur que le sel blanc par exemple? Parce que premièrement, il n'est pas raffiné, donc il est à l'état naturel, comme le sel gris qu'on peut trouver dans les marais salants en France. Vous savez que la planète, elle a bougé en millions d'années. Et c'est un des sels, si pas le sel le plus pur de la planète, car les massifs de l'Himalaya sont nés il y a des millions d'années, comme je viens de le dire, suite à des mouvements tectoniques. Et il y avait une mer avant, qui a disparu bien sûr, et qui dit mer, dit sel. Oui. Voilà. Et a fait apparaître donc cette fameuse chaîne d'Himalaya. Alors on trouve ce sel en profondeur, donc il est dépourvu de pollution. Oui, il est donc pur. Le fait qu'il soit si profondément enfoui dans les massifs, Et c'est vraiment quelque chose de très fin. D'ailleurs, si vous faut en mettre moins que le sel normal. On en met moins, c'est comme la fleur de sel, c'est vraiment le sel à l'état pur. Donc si vous faites par exemple une pièce de poisson, une pièce de viande, vous en râpez un tout petit peu, vous allez voir la subtilité du produit. C'est vraiment sympa, ça n'a rien à voir avec le sel blanc de cuisine que vous utilisez tous les jours. Alors, quels sont les apports pour le corps de ce sel? Il est riche en oligo-éléments, plus de 80, je ne sais pas si on s'imagine, mais c'est vraiment important et bon pour notre corps, notamment du fer, du calcium, du potassium, et le sel permet une régénération du sang. Bref, on a besoin de sel, donc mangez du sel certes, mais mangez-en moins.
et privilégier, moi je dirais, des qualités de sel comme la fleur de sel, le sel d'Himalaya qui est mon coup de cœur, ça c'est clair, mais aussi remplacer votre sel raffiné par un sel gris de mer non traité. Ok. Il est un peu plus cher, mais vu le prix du sel, c'est un peu plus cher, mais c'est payable. C'est peut-être 3 fois plus cher que le sel normal, mais bon, ça passe de 30 cents à 1 euro, donc c'est pas vraiment très cher. D'accord, merci Baldwin. Avec Alors, plaisir. moi, j'ai quand même quelques conseils à vous donner parce qu'on retrouve bien sûr ce sel dans la cuisine, mais on peut l'utiliser aussi dans le cadre du bien-être parce oui. qu'il existe des lampes de sel de l'Himalaya que l'on peut allumer pour assainir l'air. Il y a évidemment la possibilité d'utiliser du sel sous forme de douche, en bain salin, en inhalation saline, en lavage pour le nez et les yeux. Et en tout cas, je vous donne plus de détails sur kotao.be sur évidemment ces différentes utilisations. Alors nous vous remercions beaucoup pour votre écoute. Oui, c'est vrai, nous vous remercions beaucoup, merci Et à tous. nous vous disons à la prochaine pour À la notre prochaine. prochaine émission. Je vous embrasse, Au revoir. à bientôt. Kotao Vibration vous remercie pour votre écoute. Rejoignez-nous sur notre page Facebook ou sur notre site internet www.kotao.be.